Donc, bienvenue à tous et à toutes à ce sixième numéro de Soyons clairs, le webinaire, le programme des webinaires organisé par Crystal Shane. Aujourd'hui, le thème donc porte sur les douanes et la traçabilité. Et l'idée, c'est de vulgariser des notions qui sont pour certains un peu compliquées à comprendre. Et puis, peut-être que les enjeux sont parfois un peu loin à estimer. Et on était en train de se dire, nous en interne, qu'on avait la crème de la crème pour parler de ces sujets. Donc nous sommes, ravis d'accueillir aujourd'hui donc monsieur Yann Ambar, qui est le chef du bureau de la politique tarifaire et commerciale à la Direction générale des douanes et droits indirects. Bonjour Yann. Également, nous recevons, Joël da Fonseca-Ruelan, responsable des affaires économiques et européennes à l'Union des industries textiles. Merci et bonjour Joël. Et enfin, également, nous avons la chance de recevoir Stéphane Dervieux, le responsable transport et douane au sein de l'entreprise qu'on connaît tous, Simone Perel. Donc, bienvenue à tous. Déjà, au préalable, la majorité du webinaire va quand même s'intéresser au thème des secteurs textiles et mode, mais à la fin des questions, on fera un focus sur un exemple du café, Yann, et parce que ce qui s'applique aujourd'hui sur la mode et le textile a les mêmes règles, des règles équivalentes pour l'agro. L'idée, c'est vraiment aujourd'hui qu'on vulgarise des notions et qu'on vulgarise aussi des mécanismes. Voilà, pour donner envie à tous nos interlocuteurs de creuser le sujet, parce que moi-même, quand j'ai travaillé dessus, j'ai trouvé finalement que c'était vraiment passionnant. Donc, la première question, c'est plutôt un peu une forme de constat, justement. J'étais super surprise, parce qu'on avait discuté avec Yann de l'importance de ce thème dans le webinaire. Et au début, avant de trouver nos deux autres perles, j'ai mis un petit peu de temps parce que je me suis rendu compte que c'était dans les services des productions des enseignes de marque ou des enseignes, c'était des sujets qui étaient pas forcément envisagés et travaillés au quotidien. Donc, mon impression, c'était de se dire que peut-être qu'à force d'acheter pour le vêtement du produit fini, ou que les services soient vraiment structurés, peut-être qu'il y avait moins de passerelles d'un service à l'autre et qu'il y avait du coup une méconnaissance peut-être de ces sujets pour les chefs de produits ou les responsables de production. Et nous, ça nous interpelle parce que c'est comme la connaissance de la supply chain, hein, et l'importance de la traçabilité. On s'est dit que c'était quand même peut-être dommage parce qu'il y avait des gains financiers et peut-être de meilleures pratiques à mettre en place. Donc, est-ce que c'est un constat que vous partagez? Je vous laisse Yann, Joël, Stéphane. Voilà, je vous laisse réagir. Oui, oui, merci Karine. Bonjour à toutes et à tous. Alors côté douane, effectivement, c'est un constat qui est entièrement partagé. Alors même s'il y a une hétérogénéité de situation, ce que l'on constate, c'est que la fonction douane au sein de l'entreprise n'est pas forcément connue. Alors c'est lié à plusieurs choses, hein. D'abord, dans les grands groupes, hein, très souvent, la fonction douane, elle est répartie soit au sein des directions juridiques ou des directions financières, puisqu'il y a bien évidemment un impact fiscal, un impact financier au sein de ces grands groupes. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est que souvent, bien évidemment, il y a le sujet douane et dédouanement des marchandises, mais la douane a une multiplicité de missions et offre différentes missions, notamment en termes de propriété intellectuelle, de promotion des accords commerciaux, qui ne sont pas forcément ce ne sont pas des fonctions qui sont reprises dans les postes ou dans les services de dédouanement. Donc, la difficulté pour une entreprise, la difficulté pour l'administration douanière, c'est d'avoir les bons interlocuteurs. À la fois au sein de l'entreprise, on peut avoir plusieurs entités qui vont faire de la douane, soit du dédouanement au sens strict, soit des sujets liés à la finance, liés aussi à l'accompagnement économique des entreprises, soit des sujets plus sectorisés comme la propriété intellectuelle. Donc oui, c'est un constat partagé, Karine. D'accord. Joël également, je crois que vous étiez. Oui, alors clairement, en fait, ce sujet des douanes concerne plusieurs services dans une seule et même entreprise. Et il est clair que ces sujets douaniers doivent être appréhendés par l'entreprise, en fait, pour optimiser les coûts et l'intégrer, en fait, dans leur stratégie industrielle. Donc, c'est important que ces services se parlent, appréhendent l'ensemble de la réglementation douanière pour pouvoir optimiser. C'est vrai que dans le secteur textile, habillement, on est essentiellement composé de PME, à 80% de PME, TPE.
Et tous ces sujets, j'ai envie de dire malheureusement, bon, heureusement qu'on a des experts, c'est quand même assez délégué aux transitaires. Donc on laisse la part au transitaire et on le laisse faire. On lui dit on veut importer d'un endroit, on veut l'exporter vers un autre endroit. Mais la responsabilité incombe à l'entreprise et ça, elle l'oublie assez souvent. C'est que des erreurs peuvent être fatales pour l'entreprise. Donc du coup, effectivement, quand vous faites des formations et quand, là justement on communiquait sur, la tenue de ce webinaire, l'idée c'est vraiment de sensibiliser tous les services et tous les départements d'une marque, par exemple. Aussi bien, la qualité que la prod, le financier, la logistique. La logistique, on se doute qu'eux, ils sont déjà sensibilisés, au sujet, mais l'idée c'est d'avoir tout le monde. Quand vous faites des formations, En fait, je voudrais pardon, oui, en fait, à l'UIT, on informe régulièrement nos industriels, nos membres, sur la réglementation applicable en matière douanière, sur un schéma bien particulier. Donc, on informe régulièrement via des webinaires, en collaboration avec la douane, toujours. On informe et de temps en temps, on forme. Et effectivement, quand j'ai fait ma dernière formation, donc j'ai formé une entreprise, une grande entreprise, j'avais tous les profils. J'avais des acheteurs, j'avais des commerciaux, j'avais le responsable qualité, le responsable logistique, avec des niveaux d'information évidemment très, très variés. Donc c'est vrai qu'il faut vulgariser, il faut essayer de mettre à niveau à peu près tout le monde et qu'ils comprennent l'intérêt de se parler. Parce que l'acheteur et le commercial qui va vendre après, il faut qu'ils sachent à quel moment ils peuvent faire une opération optimisée et donc avec des flux qui permettent d'exempter ou de baisser les droits de douane. Donc, c'est vrai que tous ces gens qui se regroupent à un moment donné pour appréhender ce type de sujet, c'est un moment clé pour l'entreprise. OK. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, on va d'abord définir les notions parce que moi, j'ai eu la chance de travailler un peu avec vous, donc maintenant, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on va définir et vulgariser toutes les notions. Et après, dans une seconde partie, on donnera des exemples pour que vraiment les gens comprennent les écueils à éviter et vraiment les gains que ce travail collaboratif peut amener pour chacun. Donc, Juste Karine, peut-être rappeler un petit peu une expérience qu'on a nous chez Simone Perel, par rapport effectivement à ce que dit Joël, cette difficulté de faire communiquer tout le monde. J'allais dire, moi je suis douanier d'entreprise, hein, donc je ne sais pas si le terme est officiel, mais en tout cas, ce rôle que j'ai depuis pas mal d'années, c'est d'être intermédiaire, interface, décodeur, enfin comme vous voulez, entre ce que veut l'administration, ces textes, et ce que veut l'entreprise. Et effectivement, vous imaginez bien qu'il y a un gap entre les deux. Il faut déjà, au niveau du wording, effectivement, se comprendre. Et puis, une entreprise ne peut pas faire ce qu'elle veut par rapport à la réglementation. Donc, chez Simone Perel, très rapidement, on a mis en place, enfin, j'ai mis en place un groupe pas un groupe de parole, ça ferait un petit peu douanier anonyme, mais pas du tout. Mais en tout cas, un groupe qui me permet, moi, à chaque nouvel arrivant, de l'accueillir et prendre une matinée avec lui et reprendre en fait sur un PowerPoint quelques éléments de la réglementation douanière. Alors, je suis pas organisme de formation. En tout cas, j'ai recensé tout un certain nombre de cas, de situations qui sont passées dans notre entreprise. Et donc, on déroule tranquillement ces notions d'origine, de notions de nomenclature douanière, de régime douanier, d'incoterm, toutes ces choses-là. Qu'ils soient acheteurs, évidemment, parce que c'est important, qu'ils soient approvisionneurs, mais qu'ils soient, enfin, toutes les personnes qui ont à un moment donné un lien avec la matière douanière, évidemment les commerciaux, les ADV export. Donc voilà, c'est un passage obligé, ça dure une demi-heure. Généralement, les gens arrivent un petit peu en traînant les pieds. Et puis finalement, voilà, c'est plutôt convivial et on échange pas mal et ça se termine généralement avec des yeux un peu plus ouverts et des regards un petit peu ébahis sur ce qu'est la douane et en tout cas ce qu'elle peut apporter dans une entreprise comme la nôtre. Bah, c'est sûr que c'était une vraie chance justement et c'est une force, je pense, de l'entreprise Simone Perel d'avoir, un service comme celui que vous dirigez, en interne parce qu'on va le voir après, il y a
il y a des vraies répercussions, il y a des vraies stratégies qui peuvent découler aussi. C'est vraiment et je pense que toutes les réglementations qui incitent ou qui contraignent, selon la manière dont on se positionne, les entreprises à regarder justement, à s'informer sur, leur filière, à connaître tous les acteurs, ça, le sujet des douanes en fait partie du coup, parce que c'est un vrai levier aussi. Donc, non, on est très contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui, Stéphane. On Merci va peut-être beaucoup. venir aussi faire les formations quand vous recevez des nouveaux arrivants. Donc, pour bien comprendre les notions, je vous propose dans un premier temps que vous nous vulgarisiez les notions de nomenclature douanière, d'accord préférentiel et d'accord non préférentiel. Et peut-être après, Yann, les certificats d'origine. On va pas faire trop long, mais moi au départ quand on me dit: «Mais Karine, dans le webinaire, on parle d'accord préférentiel ou non préférentiel?» Je dis: «On parle de tout, mais on va expliquer». Donc, Joël, si vous pouvez commencer et puis on Alors, complète ensuite. la première chose, c'est la nomenclature douanière. Donc, il faut absolument bien déterminer la nomenclature douanière qui est l'identité de la marchandise. En fait, on ne parle pas d'un vêtement, d'un gilet, on parle d'un 6108 et tous les chiffres qui vont derrière. Il faut savoir que la nomenclature douanière, elle est harmonisée à 6 chiffres au niveau mondial. Donc voilà, il faut que l'entreprise connaisse bien l'identité de son produit et sache bien classer son produit en termes de nomenclature douanière. Il va en découler tout un tas de choses. À partir de la nomenclature douanière, une marchandise, qu'il faut savoir, c'est qu'une marchandise qui se balade dans le monde entier a l'obligation d'avoir une origine. Donc, c'est sa nationalité, en fait. Et pour déterminer cette nationalité, il y a des règles d'origine non préférentielle qui s'appliquent. Donc, des règles qui permettent de déterminer l'origine non préférentielle de la marchandise. Cette origine non préférentielle, c'est différent de la provenance. C'est-à-dire que c'est vraiment voilà, un produit qui a été fabriqué à un endroit et qui va dans un autre pays pour rien y faire, juste prendre le bateau et arriver en Europe, ça s'appelle plutôt une provenance. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre l'origine et la provenance. Donc, bien classer son produit, une obligation. 2, déterminer son origine. Une fois qu'on a fait ça très bien selon les règles douanières, c'est très important. Pourquoi? Parce que toute la réglementation liée à la politique commerciale s'applique aux produits. À l'entrée en Europe, tout ce qui est droit de douane, tout ce qui est quota, tout ce qui est mesures anti-dumping, on l'a connu les années précédentes dans notre secteur, hein, y compris les quotas, je vous le rappelle, pour la Chine. Enfin voilà, donc c'est très très important parce que tout ce qui est lié à la politique commerciale va s'appliquer et notamment les droits de douane. Donc ça, c'est une partie, j'ai envie de dire, un passage obligé pour toutes les entreprises de définir l'origine non préférentielle de son produit, donc la nationalité de son produit pour passer l'ensemble des douanes. Après, vous avez la cerise sur le gâteau, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, donc vous êtes exténué, mais vous vous dites, est-ce que je peux en plus gagner de l'argent? Donc le truc, c'est qu'il faut se dire, est-ce que je peux avoir la cerise sur le gâteau? Il faut que je réfléchisse, d'où vient ma marchandise, qu'est-ce que j'y ai fait, etc. Et est-ce que l'UE a signé un accord avec ce pays avec qui je travaille? Si c'est le cas, vous avez peut-être une chance. Et là, on va, dans chaque accord, il faut savoir que bon, l'Union européenne a signé énormément d'accords, 49, si je ne dis pas de bêtises, accords préférentiels, avec donc plus de 79 pays, enfin les chiffres, Yann pourra certainement les préciser. Et là, il faut vérifier si on a un accord. Et si on a un accord, il y a des règles d'origine préférentielles qui s'appliquent. Dans chacun de ces accords, c'est répertorié. Donc, ce sont des règles qui sont un peu plus exigeantes que les règles d'origine non préférentielle. Mais le résultat est qu'à la fin, vous obtenez soit une exemption de droits de douane, soit une diminution des droits de douane. Donc, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et juste préciser une petite chose. Les règles d'origine pour la détermination de l'origine préférentielle,
elles sont en général basées donc il y a plusieurs secteurs. Là, on parle du textile et de l'habillement, mais il y a plusieurs secteurs. Certains critères, c'est des critères de valeur ajoutée. Certains critères, c'est des changements de position tarifaire. Dans le textile et l'habillement, on s'est dit pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Nous, ce sont des règles de transformation, d'ouvraison de la marchandise qui peuvent parfois s'associer à des critères de valeur ajoutée. Voilà. Super. Yann, est-ce que vous pouvez compléter justement sur les certificats d'origine? Oui, d'abord, effectivement, Joël, c'est très clair. Ce que c'est parfait, bien évidemment. Oui, le triptyque douanier, Stéphane le rappelait tout à l'heure dans les formations qu'il dispense auprès des nouveaux arrivants dans son entreprise, en fait, repose donc sur 3 piliers. Premier, c'est la nomenclature tarifaire, c'était très très bien dit, c'était ni plus ni moins que la carte d'identité de la marchandise. Il existe 12 000 entrées dans le tarif des douanes, donc qui est élaboré au niveau de l'OMC, décliné au niveau européen, puisque n'oublions pas qu'on est dans un espace à 28 États, et donc que le code des douanes est communautarisé à 80%. Les pouvoirs des douanes s'appuient sur le code des douanes de l'Union. Et donc la nomenclature tarifaire, c'est la base. C'est voilà, savoir quelle est la marchandise. On part du règne animal jusqu'aux produits les plus élaborés, c'est la base. Deuxième pilier, c'est la valeur. On a juste un petit peu évoqué la valeur de la marchandise. Pourquoi? Parce que c'est sur cette valeur-là qu'on va asseoir les droits et taxes, bien évidemment. Et puis, la troisième chose, c'est l'origine. Et Paul l'a très bien développé. L'origine non préférentielle, c'est la nationalité de la marchandise. Comment une origine de marchandise, toute marchandise a une origine, comment on définit cette origine-là? Alors, il y a deux types de produits. Soit vous avez un produit brut, fruit, un légume, pas de difficulté pour établir l'origine de ce produit-là. Elle est très facile. Comme le soulignait Joël, attention à bien faire la distinction entre origine et provenance. Quand vous avez un produit élaboré, notamment un produit industriel, un produit textile, et bien là, en revanche, ce que nous allons faire, alors même, c'est un produit qui va forcément avoir plusieurs entrants dans sa composition. Pour faire du textile, vous le savez bien, il faut du tissu, il faut du fil, il faut des boutons, il faut des fermetures éclairs, etc. Donc, il y a un assemblage. Et ce sur quoi nous, on va travailler pour établir l'origine non préférentielle du produit, c'est la dernière transformation substantielle. C'est savoir si celle-ci, elle est jugée suffisante ou pas. Je ne veux pas être technique, mais de toute manière, il y a des services qui sont là pour répondre à vos questions. Vous avez les interprofessions, je pense qu'on pourra parler de la formation, ou les formations en interne qu'évoquait Stéphane. Je dirais, voilà, l'origine non préférentielle, elle est soit facile parce que j'ai un produit brut qui n'a subi aucune transformation, soit un petit peu plus compliqué avec des règles d'origine qui sont assez complexes. En fonction des types de produits, il en existe des dizaines qui sont codifiées au niveau communautaire, c'est-à-dire que les règles d'origine qui s'appliquent en France s'appliquent en Allemagne, en Grèce, en Pologne, dans les 28 États. C'est quelque chose qui est important. Donc ça, c'est l'origine préférentielle. Et l'origine préférentielle, c'est l'origine plus plus. Je ne développe pas, c'est une origine qui vous permet, vous, entreprise, de pouvoir bénéficier, suite aux accords commerciaux passés entre l'Union européenne et ses partenaires, de droits commerciaux, de droits de douane réduits ou nuls. C'est un véritable avantage en termes de trésorerie, puisque les entreprises économisent des dizaines de millions d'euros par an de droits de douane liés à ces accords commerciaux. On est sur plus de 40 accords. Le dernier en date a été signé avec la Nouvelle-Zélande. Nous en avons plusieurs en cours avec le Mercosur, avec la Thaïlande, l'Inde, qui est un très gros partenaire commercial, notamment en termes de textile, l'Indonésie également et l'Australie. Voilà, l'Union européenne est la première zone commerciale, plus de 70 pays, Joël. Donc ça, c'est une point, je crois qu'il est prévu plus tard de vous indiquer quels sont les moyens de pouvoir bénéficier de ces accords et comment nous vous accompagnons, vous, pour bénéficier des avantages de ces accords. Sur les certificats d'origine, pour répondre à votre question, Karine, eh bien, le certificat d'origine, c'est un des moyens de prouver l'origine de la marchandise, notamment l'origine préférentielle de la marchandise. C'est-à-dire que quand vous allez dédouaner un produit, vous allez dire, écoutez, cette marchandise vient d'un pays avec lequel l'Union européenne a passé un accord, donc j'ai des droits réduits ou des droits nuls. Donc, ce sont à la fois les droits de douane, les droits compensateurs, les droits anti-dumping qui peuvent être très élevés sur les produits, notamment sur les textiles. Les produits des chapitres 61 à 64
produits qui sont les plus fortement taxés. Aujourd'hui, il y a plus de 15% parfois pour certains types de produits. Donc, ce certificat d'origine va prouver à l'administration des douanes au moment du dédouanement que votre marchandise a bien une origine préférentielle. C'est ça qui est important. On a d'autres accès pour prouver l'origine. Donc, ces notions d'origine, ça a été vraiment souligné par Joël, elles sont vraiment fondamentales parce qu'elles vous font gagner, je dirais, permettez-moi d'être un peu vulgaire, d'être un peu basique, mais elles font gagner aux entreprises des gains de trésorerie qui sont très importants. À la douane, aux interprofessions, de vous accompagner là-dessus. Oui, parce que on le verra après dans des exemples très précis, mais c'est un vrai constat. Deux remarques. On va mettre en commentaire tous les liens et vos adresses mail. Et comme ça, les auditeurs pourront copier les liens et prendre contact avec vous ou se renseigner. Deuxième chose, effectivement, l'importance que les entreprises se réemparent de ces sujets, c'est que en vous écoutant, en fait, je me dis que si on a un fournisseur qui est en Asie, il est peut-être pas au courant, des accords européens qu'il y a, parce que ça évolue. Donc c'est d'où l'importance effectivement de maîtriser ces sujets pour les entreprises, pour se tenir à la page. Pour clôturer le sujet justement des notions, Stéphane, je vais voilà, dernière question sur ces définitions, c'est la notion d'incoterm. Est-ce que vous pouvez justement… Les fameux incoterms qui, donc, dans la triptyque, vont plus concerner la valeur en douane, mais c'est étonnant parce que autant effectivement dans une entreprise à caractère international, on pourrait se dire que la douane est compliquée à comprendre. Mais alors, je trouve malgré tout, après toutes ces années, que l'expression vraiment en commerce international qui déclenche le plus d'interrogations dans une entreprise, c'est bien les incoterms. Pourtant, oui, vous savez, ces fameux 3 petites lettres qu'on met sur une facture, avec un lieu généralement, c'est mieux. Et on se rend compte, moi, par rapport à mon expérience, que c'est une des notions en fait, les moins connues des opérateurs, des acheteurs. Donc, c'est toujours un petit peu surprenant. Pourtant, un incoterm, c'est un langage international qui peut vous permettre, vous, acheteurs français, de discuter avec un fournisseur chinois, américain, etc., sans connaître sa langue, mais en tout cas avoir des traits de langage communs, des éléments de langage communs. Et donc, pour une entreprise, ça lui permet évidemment de mieux négocier ses contrats de vente comme ses contrats d'achat, et puis ne pas stresser pendant le déroulement d'une opération de transport international s'il y a effectivement quelques soucis d'avarie, etc., sachant qu'en transport international, le risque zéro n'existe pas. Donc, incoterm, j'allais dire, no stress, il y a des grilles, il y a des très belles tables qui sont faites, il y a des formations qui sont dispensées. Et je suis toujours, encore une fois, j'ai toujours surpris par ce stress qu'il peut y avoir sur les incoterms. No stress, keep calm, tout va bien se passer. Il y a des bases et voilà. C'est vraiment un questionnement. En tout cas, c'est sûr que faut être rigoureux, mais contrairement à ce qu'on peut voir de prime abord, c'est pas si compliqué. En revanche, ça nécessite effectivement de bien connaître son produit et l'origine et le process de fabrication pour pouvoir voir après à quelles caractéristiques correspond et quel accord peut. Alors maintenant, on va clôturer cette partie un peu technique et alors dans un premier temps, je m'adresse à vous, Joël et Stéphane. Est-ce que vous pouvez justement nous donner des exemples, soit d'écarts douaniers parce qu'il y aurait eu un mauvais classement ou justement en changeant le sourcing, est-ce qu'on peut avoir tel accord préférentiel ou pas? J'avais pris un exemple à l'époque quand on préparait Joël, j'avais parlé de si on fait l'ennoblissement en Europe, et vous m'avez dit, eh ben non, mauvaise pioche, c'est pas l'ennoblissement, c'est l'impression. Voilà, est-ce que vous pouvez illustrer justement par différents exemples ce qu'on vient de dire? Avant que Joël vous parle d'origine, etc., je vais juste parler de classement. Alors, en douane d'entreprise, on est toujours un petit peu système 3D. Je vais vous montrer une image. Regardez, vous voyez ce bel article-là, magnifique article de chez Simone Perel, vous voyez. Et la question qu'on peut se poser quand on fait de la douane, c'est qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez me répondre comme ça, à vue de nez, c'est un top. Caraco. Caraco, un top, tout ce que vous voulez. Donc, si je le classe en caraco, en top,
parce que c'est un produit que j'ai acheté, je ne sais plus où, en tout cas en Asie, donc pas d'accord préférentiel, donc je vais devoir payer les droits pleins. Eh bien, en fait, ce top, si je ne le déclare pas, si je le considère comme ça, je vais payer 12% de droits de douane. Or, mon travail, en fait, moi, ça va être un petit peu de voir un petit peu si c'est vraiment un top. Et en fait, il s'avère que ce top a une fonction de soutien de la poitrine. C'est un soutien-gorge avec un top, en fait. Donc, on va basculer effectivement en nomenclature douanière et au lieu de considérer ce produit comme un top, on va le considérer comme un soutien-gorge. Soutien-gorge, c'est un des produits textiles les moins taxés dans le tarif des douanes, c'est 6,5%. Imaginez effectivement si j'en importe quelques milliers par an, effectivement mon DG, mon employeur va effectivement apprécier cette petite démarche. Alors, c'est pas propre à moi de classer ce produit-là. Si j'ai un doute, et M. Dorbach va sans doute nous en parler, je vais faire ce qu'on appelle un RTC, c'est-à-dire que je vais envoyer cet échantillon avec quelques caractéristiques techniques du produit à Montreuil. Enfin, non, c'est plus à Montreuil d'ailleurs, c'est dans l'est de la France maintenant, je crois, ça a été délocalisé, le service. Et donc, en fait, moi, je vais leur dire, ben voilà, je pense que par rapport aux notes explicatives du tarif douanier, cet article-là pourrait être effectivement classé en 6212, donnez-moi, et pas en 6108. Quel est votre avis? Et donc, quelques semaines, quelques mois après, on a un avis, et donc ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à importer ce type d'article, la douane a accepté cette notion de classement, et que mon dédouanement soit fait au Havre, à Marseille ou à CDG, etc., ou même, j'allais dire, sur un autre point européen, mais nous sommes une PME, donc nous ne sommes pas aussi avancés dans notre politique, eh bien, ce produit sera déclaré en soutien-gorge, enfin, en tout cas, et donc à 6,5%. D'où, effectivement, l'importance de s'interroger sur le classement. Super. En fait, même les modélistes, pratiquement devraient être au courant des classements parce que peut-être entre, une couture, faite un peu, posée différemment, une coupe et cetera, on peut justifier d'un classement différent, en fait. Ouais, notamment sur nos articles bas, évidemment. En corsetterie, on a des hauts et des bas, évidemment. Et un bas, effectivement, peut être soit effectivement une simple culotte, mais ça peut être aussi un article gainant. Et encore une fois, on a effectivement des différences dans les droits de douane, mais tout ça est repris dans les notes explicatives et effectivement, encore une fois, on ne va pas jouer les apprentis sorciers. On va partir, nous, d'un constat qu'on a en disant, tiens, effectivement, pourquoi pas demander un classement, et on va effectivement, après, demander l'appui de l'administration qui va effectivement valider ou pas ce classement auquel on a pensé. Ça, c'est la Super. partie. Je laisse Joël sur la partie lire, etc. Joël, du coup? Oui, alors, mais alors on ne choisit pas son classement en fonction du droit de douane, hein. Donc, il faut c'est un peu trop facile. Donc, évidemment, si le haut était classé, comme le disait Stéphane, au 61,08, c'était 12%. Dans notre domaine, secteur textile habillement, c'est le maximum des droits de douane à l'importation dans l'Union européenne, donc applicable à tous les pays sans accord préférentiel. Mais pour en revenir au sujet, alors j'avais un autre exemple dans la chaussure où en fonction des semelles, donc même chaussure, voilà, de la semelle de la chaussure, vous passez d'un droit de douane de 3% à 17%. Vous voyez, si vous faites une erreur de classement, vous pouvez payer 17, alors qu'en réalité, vous n'aviez que 3% de droit de douane. Et ça, c'est un exemple que j'ai trouvé dans la chaussure via des interventions de la douane faites assez récemment. Pour en revenir à effectivement comment montrer l'intérêt de se pencher sur ces sujets douaniers, donc sur les règles d'origine, il faut savoir, juste un petit commentaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un constat, c'est qu'on a un potentiel complètement inexploité. Lié à tous ces accords de libre-échange. C'est un constat qui a été émis déjà par la Commission européenne qui se rend compte, hein, qui a lancé tout un tas d'accords de libre-échange, alors déjà de négocier, ça prend des années, ensuite il y a la mise en œuvre, etc. Et le constat, c'était que il y a eu une sous-utilisation, et il y a toujours une sous-utilisation des accords de libre-échange et des bénéfices donc inhérents à ces accords de libre-échange. Et ça, c'est un constat. Alors, c'est par manque de connaissances, par manque d'informations,
liées peut-être à la complexité de la réglementation. Enfin, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cette sous-utilisation et ce potentiel finalement inexploité. Et aujourd'hui, même au niveau de l'administration française, il y a une enquête qui est réalisée pour voir les raisons du pourquoi, du comment ces accords sont sous-utilisés. Et en plus, ils sont sous-utilisés de manière différente, c'est-à-dire que c'est en fonction des secteurs. Donc, il y a certains secteurs qui l'utilisent très, très bien, qui connaissent bien la réglementation, les accords de libre-échange et qui l'exploitent au maximum. Quel secteur, par exemple? Je n'ai pas les secteurs en tête, mais je sais que le textile, en tout cas, est un des secteurs le plus mauvais élève. Voilà. Peut-être que Yann pourra répondre sur le secteur qui semble plus… Oui. Parce qu'il n'y a pas encore eu les résultats de l'enquête qui a été lancée par la DG Trésor très récemment sur l'utilisation des accords, la sous-utilisation. Donc, comme je n'ai pas les résultats, je ne vais pas pouvoir vous dire quel est le secteur premier de la classe. Un prochain webinaire. Voilà, mais je sais que le textile est plutôt mal placé. Et c'est variable donc selon les secteurs, c'est variable aussi moi j'en suis restée en fait au résultat de l'enquête de la Commission européenne et c'était variable aussi, les pays partenaires en bénéficient plus que l'Union européenne. Donc l'Union européenne signe avec les pays partenaires et eux en bénéficient plus que nous. Donc voilà, c'est variable aussi et c'est variable entre pays européens. C'est-à-dire que les Espagnols vont les utiliser plus que, par exemple, les Français. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel s'est penchée la Commission européenne, qui a été décliné là très récemment. Yann pourra en parler au niveau de la DG Trésor avec une enquête et on doit avoir une restitution où elle existe peut-être déjà quelque part. C'est hyper intéressant. Peut-être, en fait, il y a les deux gros sujets évoqués sont à mon sens éclairants, à la fois sur les rescrits et sur les RTC, peut-être répondre tout à l'heure, et puis sur les sujets des accords commerciaux. Sur les sujets des accords commerciaux, effectivement. Alors, c'est un peu comme à l'école, au collège ou au lycée, c'est bien, mais peut mieux faire, on dirait, pour la France. Aujourd'hui, on a un taux de couverture. Alors, je vais faire un petit peu du stratosphérique, puis après, on va vraiment revenir sur des sujets plus concrets. On a un taux de couverture des accords commerciaux qui est à peu près de 72-74% pour la France. Donc, on est plutôt dans le peloton de tête de l'utilisation par les entreprises des accords commerciaux. Une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit, puisqu'après, effectivement, comme le soulignait Joël, on a nous avons des différences en fonction des pays avec lesquels nous avons des accords et en fonction des filières. Donc effectivement, le textile est pas mal situé. J'ai plus les chiffres en tête parce que l'enquête est commune à la DG Trésor et la douane également, puisque vous savez que l'élaboration des accords commerciaux au niveau français est pilotée par la direction du Trésor, mais la douane y participe pour tous les sujets de suspension, de contingent tarifaire, de droit anti-dumping. Donc voilà, on a un taux d'utilisation qui peut être meilleur. On a des filières avec lesquelles on travaille. Aujourd'hui, ça me permet de faire une petite digression sur la manière dont nous travaillons et dont nous travaillons avec des entreprises et des interprofessions. Ce que nous faisons, c'est promouvoir les accords commerciaux parce que oui, effectivement, on a une vraie hétérogénéité de connaissances des accords commerciaux. Parfois, des PME connaissent très très bien les accords commerciaux parce qu'elles ont déjà fait des opérations d'importation et d'exportation, donc il n'y a pas de sujet. Et parfois, des grands groupes, eh bien, paradoxalement, connaissent un peu moins bien. Donc, on travaille par filière avec des interprofessions, notamment l'interprofession représentée par Joël, par quasiment toutes les interprofessions. On travaille avec la chaussure, on travaille avec le jouet, on travaille avec la chimie, on travaille avec l'industrie textile, forcément, avec l'agroalimentaire, on travaille aussi avec les syndicats. Je pense à la FNSEA, on travaille aussi avec les syndicats patronaux sur ces sujets-là, sur ces questions-là, pour accompagner au maximum, pour toucher le nombre d'entreprises qui soit le plus large possible. On travaille également avec les associations de formation, je pense à l'Audace notamment. On travaille avec tous ces acteurs-là que vous êtes et qui nous sont indispensables pour relayer les messages sur les accords commerciaux, sur l'utilisation des accords commerciaux, parce qu'encore une fois, je le disais tout à l'heure, on a un gain de trésorerie pour les entreprises qui est très important. Aujourd'hui, on a un double rôle pour les accords commerciaux, un rôle d'accompagnement des entreprises pour leur faire bénéficier de ces avantages, parce qu'en termes de droits de douane, à la fois pour importer les produits dont vous avez besoin pour fabriquer vos propres produits, et également à l'exportation pour favoriser les produits à l'export. On parlera peut-être du Made in France tout à l'heure.
Un deuxième sujet aussi, nous n'oublions pas que nous sommes en période de crise, malheureusement, et l'objectif aussi de la douane et de l'administration en général, c'est de pouvoir orienter les entreprises vers des filières d'approvisionnement qui n'étaient pas forcément connues des entreprises. Ça, c'est important au regard de la fermeture de certaines filières d'approvisionnement liées aux embargos, liées, je dirais, au climat géopolitique que nous connaissons. Le rôle de la douane, il est d'où à ce niveau-là? Éviter que les entreprises soient en rupture d'approvisionnement de leurs matières premières. Et ça, je dirais comment nous travaillons avec vous. Et deuxièmement, ce que disait Joël, c'est pouvoir vous faire bénéficier au mieux de ces accords. On a encore beaucoup de chemin à faire avec vous. C'est important, c'est une des directives qui a été passée par les ministres de Bercy auprès de la directrice générale des douanes et que nous relayons auprès des entreprises. Juste une petite digression et après je ne veux pas être trop long. Par rapport effectivement à ce que disait Stéphane sur les rescrits, c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Quand on fait de la nomenclature tarifaire, on a plus de 12 000 produits. Le premier classement, c'est le cheval. Dans la nomenclature tarifaire, on va jusqu'au drone et à d'autres produits qui sont très, très fortement élaborés avec une évolution qui est liée à l'évolution, je dirais, de notre société. On ne parlait pas de téléphonie mobile dans le classement tarifaire il y a 30 ans. On parle aujourd'hui, on ne parlait pas de drone il y a 10 ans, il faut des classements tarifaires. Parfois, on a des classements tarifaires qui vont varier un peu. L'exemple, effectivement, du top pris par Stéphane est très éclairant. En fonction du classement tarifaire, vous aurez forcément des incidences en termes de droits de douane. Donc, il est très important pour une entreprise de connaître son classement tarifaire. Si celui-ci n'est pas suffisamment clair pour vous, venez vers la douane en déposant une demande de renseignement tarifaire contraignant qui va vous permettre de disposer pour votre produit de la nomenclature idoine. Si vous fabriquez des chaussures, le cas classique de la chaussure, les chaussures de sécurité, on a travaillé beaucoup sur les chaussures de sécurité, il y a une nomenclature tarifaire qui est prévue sur des chaussures de sécurité qui sera différente d'une chaussure normale, en fonction aussi de la semelle, en fonction de la tige, en fonction de la semelle strobelée, enfin des choses qui parleront aux industriels, aux entreprises de la chaussure. Venez vers nous quand vous n'êtes pas sûr d'un classement. Ce classement, il est valable sur tous les points du territoire communautaire et il est valable plusieurs années. Et ça vous permet de sécuriser votre dédouanement, d'être sûr de ne pas vous être trompé. Et si vous avez une douane de notre État, de l'Union, qui n'est pas d'accord avec votre classement, de pouvoir sortir votre RTC en disant voilà, la douane française a délivré ce RTC qui fait quoi? Donc, je ne vais pas avoir un autre classement sur lesquels j'aurai des droits de douane très importants, j'aurai ce classement tarifaire. Donc, il permet de sécuriser votre dédouanement. Donc, la même chose en matière d'origine avec le renseignement sur l'origine, contraignant sur l'origine, qui a la même fonctionnalité de pouvoir sécuriser votre origine. Et comme ça, sûr que quand vous allez dédouaner votre marchandise, à condition que ce soit bien évidemment la même origine et le même type de produit, vous aurez une facilité, vous aurez votre dédouanement qui en sera facilité et vous aurez votre dédouanement qui sera sécurisé. J'insiste pas plus pour les webinaires, on est là pour vous accompagner, ce sont des sujets qui sont techniques, pas forcément complexes mais techniques. Mais voilà, c'est vraiment ces deux sujets étaient importants qu'on puisse les aborder tous les trois. Mais c'est une transition parfaite, Yann, puisque la question d'après, justement, portait sur les outils dont les marques peuvent disposer. Et si c'était parce que on voit l'importance du bon classement, du bon incoterm, etc. Mais est-ce que, alors vous avez répondu à une petite partie, mais je pense qu'il y a encore d'autres solutions qui existent. Est-ce que c'est compliqué et quels conseils donner aujourd'hui aux entreprises justement qui veulent se pencher sur les sujets? Est-ce que vous pouvez nous parler, Yann, peut-être de l'outil, pardon, Rita pour les classements et d'autres solutions, Joël? On parlait du site des douanes, etc. Enfin voilà, est-ce que qui veut commencer peut-être? Peut-être pour rappeler l'organisation, si vous me permettez. D'abord, la douane est une administration à réseau qui est présente sur l'ensemble des territoires métropolitains et ultramarins, Saint-Pierre-et-Miquelon compris. Donc, nous disposons de 42 directions dans tous les territoires. Et au sein de chaque direction, vous avez ce qu'on appelle un pôle action économique. Donc, si vous allez sur le site douane.gouv.fr, vous avez la liste des PAE, dans le jargon douanier, des pôles action économique, qui peuvent vous accompagner. Au sein de ces PAE, au sein de ces pôles action économique, vous avez une cellule de conseil aux entreprises, la CCE, qui vous accompagnera.
Donc, quelles que soient les questions que vous aurez, qu'il s'agisse des questions parce que c'est votre première opération à l'importation et à l'exportation, vous ne connaissez pas forcément les formalités de dédouanement, allez vers les CCE. Elles vous permettront d'abord de vous aiguiller soit sur un spécialiste du dédouanement, donc un RDE, hein, comme nous l'évoquions tout à l'heure, soit vous répondre réglementairement à vos types de questions. Quand vous avez des questions qui sont un petit peu plus, je dirais, d'ordre réglementaire, elles seront remontées à la direction générale au sein de la sous-direction du commerce international. Vous avez 3 bureaux. Un bureau en charge du dédouanement, toutes les questions liées à votre quotidienneté au dédouanement. Un bureau lié plutôt aux réglementations qui ne sont pas douanières, mais que la douane a en charge d'appliquer. Ce sont toutes les réglementations des autres ministères, ministère des Armées, ministère de l'écologie, la transition écologique, ministère de l'Intérieur, ministère de l'Agriculture, tous les sujets d'embargo. Et puis, le troisième bureau dont j'ai la charge, qui s'occupe du triptyque douanier, espèces, valeurs origine, accords commerciaux et politique et propriété intellectuelle. Ça, je dirais, c'est le schéma classique. Revenez vers les PAE. J'insiste aussi, si vous êtes dans le cadre d'une interprofession, revenez vers vos interpros. J'ai découvert, ça fait 15 mois, 16 mois que je suis sur mon poste, je dirais le pouvoir démultiplicateur des interprofessions. On parle de l'UIT, Joël est présente aujourd'hui, mais toutes les interprofessions avec lesquelles nous travaillons vont vous permettre vraiment de bénéficier, je dirais, au moins des basiques, des questions qui auront déjà été posées, de documents, c'est toujours très bien fait et ça permet, et nous sommes aussi en relation avec elles. Ça permet également d'être je dirais, un interlocuteur privilégié et de pouvoir centraliser vos questions que vous pourriez avoir. Ça, c'est très important. Et puis après, nous avons des outils, Karine l'évoquait, des outils spécifiques. 2 outils qui me viennent à l'esprit. Un outil qui s'appelle RITA. Si vous allez sur le site de la douane, c'est un outil qui permet de connaître la nomenclature tarifaire de vos produits. Et puis, il y a un autre sujet, je crois qu'on ne l'a pas encore évoqué, qui concerne les accords commerciaux, qui est un outil communautaire qui s'appelle Access to Market. On pourra vous donner de toute manière tous les termes, qui vous permet de connaître les avantages de tous les accords commerciaux. Parce qu'effectivement, un accord passé entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique des Grands Lacs sera différent de celui avec la Nouvelle-Zélande, bien évidemment. Donc, ça vous permet de savoir quels sont les avantages que vous pouvez bénéficier en termes de réduction ou de suppression de droits de douane, quels sont les produits qui sont concernés, quels sont les échelonnements également de réduction de ces droits de douane quand on négocie un accord, quand la Commission européenne négocie un accord avec ses partenaires, il y a souvent une clause, je dirais, progressive de suppression des barrières douanières. Donc voilà, ça vous permet de connaître toutes ces informations-là. Voilà. Est-ce que Stéphane, Joël, vous avez d'autres petits tips à nous partager? Ah, attendez, Stéphane, allez-y. Vous m'entendez? Pardon. Oui. Oui, c'est bon. Ce que dit Payane, mais en plus, toutes ces informations, elles sont gratuites, que ce soit accès à RITA, accès au PAE, enfin voilà, c'est la mission de la douane, effectivement, d'être à l'appui des entreprises. Après, effectivement, si vous avez quelques difficultés sur encore une fois, ces notions de compréhension d'accord ou ces notions de classement tarifaire, je vois 2 autres pistes possibles. Il y a votre RDE, le fameux représentant qui va vous faire vos déclarations en douane, qui en principe ont des personnels formés, qui ne sont pas seulement des gens qui font de la déclaration en douane, mais qui normalement font du conseil, donc ils sont en mesure effectivement de pouvoir vous renseigner. Et puis la matière douanière, elle devient un petit peu de plus en plus sexy, et en fait on voit depuis quelques années des startups se mettre sur le marché. J'ai en tête un nom, Yann peut-être les connaît, Custom Bridge, qui sont en fait des gens qui vont vous proposer un outil, alors là, payant, désolé, mais en tout cas qui va vous permettre à partir de clés de recherche, à partir d'intelligence artificielle, puisque c'est le sujet des prochaines années, va vous permettre effectivement d'obtenir un certain nombre d'informations directement sur votre clavier. Ça, c'est une évolution. Moi, j'ai connu, quand j'ai commencé la douane, le tarif des douanes, c'était le tarif microfiché. Si certains, je ne pense pas que vous connaissez, donc il fallait acheter la machine, on avait des petites fiches. Je peux vous dire que c'était des parties de plaisir. Bon, voilà, la douane est à l'image de nos transformations. Elle est
complètement, elle évolue sur ces outils-là. Et vraiment, le stade, c'est encore une fois toutes ces startups que l'on voit poindre. Yann parlait tout à l'heure de l'Audace qui fait un colloque biannuel, et on a vu des exposants se multiplier, en tout cas, pour proposer ce genre de solution. Bah, déjà, nous, on s'est rendu compte que les entreprises qui mettent en place la traçabilité, notamment via la blockchain, puisque ça permet de sécuriser les données, c'est un vrai, enfin, c'est un véritable avantage aussi pour attester des informations et de provenance. Et puis même après, quand vous parlez pour éviter les effets de pénurie à cause de crises géopolitiques ou autres, quand on voit d'où viennent les matières, d'où ça permet d'anticiper aussi certains problèmes à venir. Donc, Joël, je sais que vous m'aviez dit également lors de la préparation que vous trouviez que le site douanier, et vous n'étiez pas présent, Yann, était très Oui, bien fait. oui. Alors, en fait, pour tout vous dire, nous, effectivement, on informe nos industriels, c'est ce que disait Yann. En fait, on est là. En première étape, on ne va pas tout de suite appeler, ce qui est un tort, parce qu'il y a des services, et ils ont développé le service là, sur l'origine, le SOMIF, récemment, qui a été inauguré et qui est composé d'experts pour la détermination de l'origine, qu'elle soit préférentielle, non préférentielle, et avec toute cette nouvelle tendance du made in, de la traçabilité, etc. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et alors, nous, effectivement, en tant que… Enfin, la douane est là pour informer et pas uniquement pour contrôler. C'est vrai que quand j'ai les adhérents au téléphone, oh non, mais la douane, voilà, synonyme de contrôle, on commence à passer une étape supplémentaire où on passe un peu au-delà de tout ça. Donc, souvent, moi, j'ai des questionnements sur des sujets douaniers, donc je réponds. Alors évidemment, qui mieux qu'une fédération pour répondre? Pourquoi? Parce que en fait, la fédération, elle est là pour négocier les accords. D'accord? Donc tout le processus de négociation des accords et de défense des intérêts de nos industriels, on est là dans toutes les étapes. Donc qui mieux, après la douane évidemment, qui mieux que la fédération pour répondre de sa mise en œuvre une fois qu'ils sont mis en application. Donc, on se tourne vers la fédération pour avoir des premiers éléments de réponse. Et moi, j'avoue que évidemment, je ne connais pas tous les accords par cœur et que il me faut des références. Et puis, évidemment, ce sont des textes juridiques, donc il faut les décrypter avant de pouvoir répondre. Et le site de la douane est extrêmement bien fait et extrêmement complet. On a tous les accords. Voilà, j'ai envie de travailler avec tel pays. Hop, j'ai besoin de l'origine. Alors oui, je vais tomber sur le texte, mais si je sais maintenant comment m'orienter, d'aller directement dans les règles de liste pour la détermination de l'origine, c'est top. J'arrive à le lire, je sais que mon origine est préférentielle ou pas. On a tout ce qui est une colonne justificative de l'origine. J'avoue que le site de la douane ces 10 dernières années est complet. Et moi, très honnêtement, c'est ma rêve, quoi. C'est ma référence pour répondre aux entreprises, parce que je ne peux pas connaître tous les JO, tous les accords qui font 1200 pages chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, le site de la douane, pour ça, il est très bien fait. Et Yann l'a rappelé, il y a le site de la Commission européenne, Access to Market. Et il faut naviguer, il est en cours, je crois qu'il est construit maintenant avec l'impulsion de Denis Redonné, ça vous parle ou pas, mais voilà, où ça a beaucoup évolué ces dernières années aussi. Et là, vous avez une multitude d'informations. C'est vrai que des fois, on est un peu perdu, mais quand on connaît, on sait où aller, quand on donne les bons réflexes aux entreprises, moi, c'est ce que je fais. Et elles commencent à les prendre et ça devient des sites de référence. Et c'est encore ce qui était intéressant, et c'était vraiment le démarrage de la préparation de ce webinaire, c'est que ça illustre encore une fois qu'il y a certains sujets, et il y a plein de réglementations qui tombent, enfin européennes, qui tombent là pour les marques, pour pousser les entreprises à vraiment se renseigner sur les process de production qu'elles utilisent.
Et à chaque fois, évidemment, c'est un peu inconfortable parce que ça oblige chacun à revoir un peu ses méthodes de travail et ses habitudes. En revanche, ce qu'on voit sur tous les sujets, c'est que c'est à la fois, des gains d'optimisation de marge ou de réduction de coûts et puis c'est aussi ça peut même être des leviers créatifs ou d'intérêt pour les postes. Donc c'est ça aussi qui est enfin, nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aussi dans le cadre de ces webinaires, c'est, comme disait tout à l'heure Stéphane, no stress, au contraire, c'est vraiment intéressant. Peut-être pour faire la transition, Yann, si vous voulez nous parler du service justement SOMIF et il y a quand même une grande nouveauté depuis, le 1er janvier, c'est qu'avant, il n'y avait pas d'obligation du made in, en tout cas pour l'Union européenne, mais en tout cas depuis le 1er janvier donc et pour les entreprises qui sont sur le palier des 50 millions, il y a cette obligation de la loi AGEC, du coup, d'inscrire les 3 grandes étapes. C'est presque plus précis que le made in, en fait, puisqu'il y a les Oui, ce sont 2 choses, complémentaires mais qui restent différentes. Peut-être revenir sur le service de l'origine et du Made in France qui a été créé à Clermont-Ferrand, l'année dernière. Donc auparavant, c'était les bureaux de l'administration centrale, hein, qui s'occupaient de délivrer, les renseignements contraignants sur l'origine et les informations sur le Made in France. Et puis, comme nous l'avons fait pour les RTC, il y a quelques années à Metz, donc dans le cadre de la démétropolisation des services de l'État, eh bien, le service qui octroie les RCO et les informations sur Made in France a été démétropolisé à Clermont-Ferrand. Voilà, ça permet ici à la centrale de se consacrer à d'autres sujets, et notamment des sujets d'information, de formation et d'accompagnement, mais pas seulement. On a mis le lien du Oui, SOMIF SOMIF. dans le commentaire. Oui, Je oui, je mais oui, je je fais vous en prie. juste attention au temps. Oui, Excusez-moi parce que j'ai je, pas vu qu'on je- était je vais être très très court. Donc le SOMIF, il a une double mission. Donc c'est de pouvoir délivrer donc des rescrits liés à l'origine. Nous en parlions tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de pouvoir sécuriser l'origine de vos produits par la délivrance d'un document qui est un RCO, un renseignement contraignant sur l'origine, et qui permet comme ça de vous accompagner. La douane délivre à peu près 300-350 RCO par an, à peu près une stabilité hormis au moment du Brexit. Donc il y a un an et demi, on avait un nombre de RCO beaucoup plus important. Donc c'est pour accompagner les entreprises. Et puis il y a un deuxième versant qui concerne le fabriqué en France, le Made in France. Alors, sans faire d'archéologie administrative, en 2016, la douane s'est vue confier la mission d'accompagnement des entreprises pour savoir si leurs produits étaient éligibles ou pas au marquage fabriqué en France, Made in France. Alors, plusieurs choses à savoir. D'abord, le marquage le marquage fabriqué en France, made in France sur les produits n'est pas obligatoire, sauf sur les produits alimentaires, agroalimentaires et sur les cosmétiques. C'est lié à des réglementations communautaires, notamment un règlement communautaire lié aux produits chimiques. Mais sinon, il appartient à une entreprise d'apposer de sa propre initiative le Made in France, le fabriqué en France sur ses produits. C'est une notion que l'on connaît depuis les années 70 dans le textile notamment, mais je dirais aucune obligation de marquage. Aussi, deuxième chose, aucune obligation de faire appel à la douane pour accompagner les entreprises. C'est-à-dire que vous êtes chef d'entreprise, vous souhaitez apposer une marque sur votre produit, et il n'y a pas d'obligation de faire appel à la douane. Toutefois, quand on est sur un produit brut, c'est-à-dire quand on est sur un produit simple, un fruit, un légume, permettez-moi de revenir sur cet exemple. Je n'avais pas de difficulté de savoir que votre sucre est originaire des Antilles et vos fraises sont originaires de Bretagne ou du Sud-Ouest. En revanche, quand on est sur les produits industriels, beaucoup plus complexes. Sur les produits textiles notamment, hein, on parlait de règles d'ouvraison, on parlait de règles d'ouvraison suffisantes, on parlait également de règles de transformation suffisantes sur les produits. Eh bien, il est assez complexe de savoir si votre produit est véritablement éligible ou pas au marquage. Alors pour cela, la douane s'appuie sur les règles d'origine communautaires. Ça peut paraître un petit peu paradoxal de faire du fabricant en France sur les règles communautaires, mais c'est le seul moyen qui nous a été donné pour que l'État puisse intervenir et donner une information. Et il s'agit juste d'une information. C'est-à-dire que l'État, les États au sein de l'Union européenne n'ont pas le droit de délivrer des labels. Donc, l'information sur le manifeste n'est pas un label, tout simplement parce que si un État venait à délivrer un label
fondée sur les règles d'origine, il y aurait distorsion de traitement et distorsion à la libre circulation, obstacle à la libre circulation des marchandises, et ça serait sanctionné par la Cour de justice de l'Union européenne, par la CJUE, tout simplement. Donc la douane, en tant qu'administration régalienne, accompagne les entreprises pour savoir si leurs produits sont éligibles ou pas. Si un produit, si un marquage made in France, fabriqué en France, est apposé sur un produit alors même qu'il n'est pas éligible, la douane ne sanctionne pas. La douane sanctionne à la frontière, enfin contrôle à la frontière. Et en revanche, la DGCCRF, elle, peut intervenir et il peut y avoir tromperie. Alors, la plupart du temps, quand les entreprises mettent un marquage fabriqué en France, made in France, c'est souvent par méconnaissance de la réglementation. Il faut reconnaître qu'elle est assez technique. Donc, il est rare d'avoir véritablement des fraudeurs, d'après ce que nous disent les services de la DGCCRF, mais néanmoins, attention. Donc, le rôle de la douane, il est très important parce qu'il permet, encore une fois, de sécuriser notre produit. Ce que l'on constate, juste pour faire très très court, ce que l'on constate pour l'information sur le Made in France, c'est qu'on a un vrai engouement, et vous le constatez sans doute au sein des entreprises, on a un vrai engouement des consommateurs pour les produits achetés localement. On le vit au quotidien dans nos achats, et également, voilà, parce qu'en termes d'environnement, en termes de règles de société, en termes de règles de fabrication de ces produits-là, un produit fabriqué en France, effectivement, voilà, fait aujourd'hui est vraiment bien considéré par les consommateurs. Et puis, il y a un souhait des entreprises que vous êtes, c'est pour certaines d'entre vous, de relocaliser tout ou partie des chaînes de production pour des sujets qui dépassent largement le cadre douanier, qui peuvent être des sujets de gouvernance, des sujets économiques. Mais on a un vrai phénomène, notamment depuis la crise de la pandémie Covid, mais qui n'a pas cessé de se développer. Donc voilà, le SOMIF a cette double mission d'accompagner les entreprises qui le souhaitent sur les RCO et l'information sur Made in France. J'ajoute que pour la douane, ça nous permet de toucher des entreprises qui ne nous connaissent pas. Je pense notamment aux PME, aux TPE, puisque 80%, 90% des entreprises qui demandent à bénéficier de l'accompagnement de la douane sont des entreprises qui n'ont jamais exporté ou jamais importé de produits. Donc ça permet aussi à ces entreprises-là, aux PME, de connaître la douane dans l'accompagnement économique qu'elle fait auprès du tissu économique. Mais quel que soit le process, de toute façon, le sujet douane existe. Et du coup, justement, merci Yann pour toutes cette Je peux complétude compléter juste Oui, bien sûr. un petit. Alors, quand Yann parle de règles de droit commun, c'est les règles d'origine non préférentielle qui déterminent le made in. Donc, Oui. tout à l'heure, évidemment, on a parlé des règles d'origine non préférentielle et tout ce qui impactait, donc droit de douane, etc. Mais ça sert aussi pour la détermination de l'origine et c'est les conditions de après, c'est les conditions de marquage. Et pour la petite anecdote, je vais très, très vite. Il y a 10 ans, la DGCCRF et la DGDDI, donc DGCCRF et la douane, enfin la DGCCRF notamment, quand on avait les deux, on leur disait « Ah, mais pour le marquage de l'origine, comment on fait ?» La DGCCRF ne connaissait même pas les règles d'origine non préférentielle. Donc, avait ses règles de protection du consommateur et la douane avait ses règles douanières. Donc, c'était assez cocasse pour nous. C'était un peu moins cocasse pour nos industriels, mais ils se sont mis autour de la table et ils travaillent depuis maintenant une bonne dizaine d'années. Et puis, bon, on va rendre à César ce qui est à César grâce à l'UIT. Ensemble, sur ce sujet de règles d'origine non préférentielles. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Pardon. Non, mais non, c'était très clair et on voit de toute façon que si on est perdu, on peut aller taper, toquer aux portes, mais que c'est un vrai sujet à vraiment étudier. Et alors pour finir, parce que là, on a parlé, secteur mode et textile, mais on a le pendant, toutes ces règles et tous ces accords existent également, dans l'agroalimentaire. Est-ce que, peut-être sur une matière première comme le café ou d'autres choses, si vous pouvez nous en parler, Yann, justement pour, nous donner des grandes lignes? Alors, oui, effectivement, le café, les matières premières, notamment d'origine Amérique du Sud ou d'origine d'Afrique subsaharienne, sont assez intéressantes parce qu'elles témoignent des premiers accords commerciaux que l'Union européenne a passés notamment avec les pays d'Afrique subsaharienne, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'accord avec le Mercosur pour des raisons qui ne sont pas du tout douanières, pour des raisons, je dirais, d'ordre environnementaux et de société, d'ordre environnemental et sociétal, puisque les accords, en fait, sont composés de plusieurs parties.
partie douanière, partie service et partie, je dirais, environnement et société. Mais le café, c'est assez symbolique parce qu'en fait, depuis les années 70, la France puis l'Union européenne ont passé des accords avec les pays d'Afrique subsaharienne pour notamment les accompagner. On n'a pas parlé du système de préférence généralisé qui est avant les. En fait, il existe plusieurs types d'accords classiquement. Il y a, je dirais, l'absence d'accord. Les deux grands partenaires commerciaux de l'Union européenne, que sont les États-Unis et la Chine, nous n'avons pas d'accord avec eux, d'accords commerciaux en tout cas, puisque le CETA ne porte que sur le Canada. Et puis après, je dirais, l'étape après, c'est ce qu'on appelle les SPG, hein, donc le système de préférence généralisé, qui, qu'est-ce que c'est traditionnellement? C'est l'Union européenne qui octroie des avantages tarifaires, des avantages en termes de droits de douane à certains pays, notamment les pays en voie de développement, hein, les pays les moins avancés, à condition de respect des droits de l'homme, à condition voilà, de certaines règles de société qui ne sont pas des règles douanières, mais que la douane est en charge d'appliquer. À partir de là, vous pouvez avoir des importations à taux zéro. Et puis, il y a les accords commerciaux, les accords de libre-échange qui ont évolué au cours des 30 dernières années. Et c'est là-dessus que s'inscrit notamment le café, puisque avant ces accords commerciaux, c'est-à-dire en l'absence d'accords commerciaux, eh bien, le café avait des droits de douane assez élevés, et du fait d'accords commerciaux passés sur ce type de produits, donc, qui ont fait l'objet de négociations, pareil pour le cacao, pareil pour certains produits agricoles, eh bien, on est à taux zéro. Et puis après, au-delà des accords commerciaux, il y a également les accords, je dirais, d'union douanière. Nous en avons deux importants. Le premier avec la Turquie. Nous avons une union avec la Turquie pour certains produits, et puis également de manière un peu plus anecdotique, en tout cas en termes d'accords, en termes de relations commerciales avec l'Andorre également. Donc vous voyez, c'est vraiment crescendo, et à travers le café, c'est assez intéressant parce qu'on a vu également je dirais, la réécriture de ces accords. Au début, les accords de libre-échange, hein, si on part avant 1994, c'est-à-dire avant les accords de Marrakech, avant la création de l'OMC, les accords portaient uniquement sur le démantèlement des barrières douanières. Joël évoquait tout à l'heure les quotas, la suppression des quotas. Ça, c'est l'article 8 du GATT, hein, au moment de la création de l'OMC. Et puis, peu à peu, eh bien, sont venus se greffer différentes règles au sein des accords avec les sujets sur les services, les questions douanières avec les questions agroalimentaires. Hein. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. La semaine de l'export s'est tenue il y a quelques semaines à Bercy. Elle était pilotée par les ministres du Commerce extérieur et les ministres de l'Agriculture, parce que le sujet agroalimentaire en France est un sujet qui est bien évidemment fondamental en termes d'exportation de produits. Et donc, parmi la négociation de ces accords-là, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, le café est vraiment symptomatique de l'évolution de ces accords depuis les premiers accords de Lomé en 74-75 jusqu'aujourd'hui. Je dirais, les accords de libre-échange que l'on passe. Et fait symptomatique par rapport à ces matières premières, c'est qu'auparavant, nous avions alors les SPG que j'ai évoqués, puis après des accords de zone. Donc, je parlais notamment de l'Afrique des Grands Lacs. Et puis, peu à peu, en fonction du développement de nos pays partenaires, eh bien, ces pays ont souhaité avoir des accords, je dirais, bilatéraux entre l'Union européenne et ces États-là. Et donc, avec, je dirais, des préférences. Donc, vous voyez, ces accords commerciaux évoluent. On a besoin des retours des entreprises, c'est fondamental, et des interprofessions, notamment quand on va négocier à Bruxelles avec la DG Trésor les sujets qui concernent vos professions, qui concernent vos métiers. Pour nous, c'est fondamental d'avoir un éclairage. Ça, je préfère le dire notamment quand on est en pleine négociation aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est un système d'aller-retour entre les accords, les services de l'Union européenne et des États, et puis la réalité terrain qui évolue quand même beaucoup en ce moment aussi, et puis avec les réglementations qui tombent. Je crois, hélas, parce que je sais que certains avaient des impératifs derrière, qu'on n'aura pas le temps pour poser des questions. Je vous remercie en revanche infiniment d'avoir pu vous rendre disponible pour ce webinaire et d'avoir vraiment expliqué si précisément toutes ces notions. C'était vraiment important aussi de pouvoir avoir des exemples, parce que ça illustre combien c'est essentiel pour chacun de se pencher sur ces règles. Je vous rappelle donc que le webinaire sera en replay. Je mettrai également
On mettra aussi dans le replay vos contacts pour ceux qui ne l'auraient pas noté pour l'instant. Et puis, merci beaucoup Joël, Stéphane, Yann. Merci infiniment pour vos temps. Le Merci. prochain webinaire, c'est dans un mois pour Crystal Shine et ça sera cette fois sur la collecte et la revalorisation avec des cas d'usage dans la mode et dans le bâtiment. Voilà. Merci beaucoup. À Merci bientôt. à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.